Donc, on va parler aujourd'hui de MiCA en particulier dans cette séance. Euh, MiCA qui est un sujet d'actualité vraiment brûlant, puisque je ne sais pas si vous avez vu hier, mais MiCA, le règlement MiCA a été signé. Donc, on est vraiment dans les 24 heures qui suivent la signature de l'acte. Donc, c'est vraiment un sujet tout frais. On s'attend à une entrée en vigueur dans quelques semaines. Donc, il faut attendre que la loi que le règlement soit publié dans les organes de l'Union européenne. Donc, ça devrait arriver en juin. Et puis ensuite, on aura 18 mois pour l'entrée en vigueur de la plupart des dispositions formelles. En quelques mots, je fais cette présentation avec Emilia Rebeté, qui est experte fiscale dans notre cabinet, qui commence à s'intéresser grandement aux questions crypto, puisque c'était un sujet réglementaire jusqu'à maintenant et les gens découvrent qu'on doit aussi payer des impôts en matière de crypto. Donc, c'est quelque chose qui va intéresser nos fiscalistes pendant de nombreuses années. Et quant à moi-même, donc Libourne Memetai, associé au sein de Walder-Wyss, une grande partie de mon activité se situe dans le domaine des cryptos. Donc, j'ai plusieurs types de clients. Les clients, ce que j'appelle les clients crypto, c'est-à-dire des émetteurs, des sociétés qui émettent des crypto-actifs, des plateformes d'échange, qu'elles soient étrangères ou suisses, ou encore des vendeurs, distributeurs de crypto. Et puis, à côté de ça, il y a la finance traditionnelle, les banques qu'on conseille également en matière de crypto. Ça peut être des banques qui typiquement ont des clients qui sont eux-mêmes issus du monde crypto ou alors qui ont des problèmes de blanchiment d'argent en lien avec les cryptos. On a de plus en plus des comptes qui sont bloqués, qui sont signalés par les banques au Moros, et puis ça donne lieu à des enquêtes absolument phénoménales avec la police judiciaire qui fait de la chain analysis. Donc, c'est assez beau à voir. Aujourd'hui, on va parler donc réglementaire, une introduction en deux parties. Je vais essayer de faire tout mon possible pour ne pas empiéter sur la présentation de Weik-Müller qui va nous parler vraiment des conséquences. Et aujourd'hui, de mon côté, je vais vraiment me concentrer sur le champ d'application matériel, hein. Quand on parle de MiCA, qu'est-ce que c'est? Quels cryptoactifs sont couverts ou sont justement pas couverts? Et puis les conséquences seront traitées plus tard. Donc, on va commencer par un panorama général et puis on va parler du marché et des acteurs concernés. Donc, on a trois volets qui sont vraiment importants. Les deux premiers, donc réglementaire et fiscalité, c'est ce dont on va vraiment parler aujourd'hui. Et puis, je vais juste mentionner très brièvement les questions anti-blanchiment d'argent, puisque là aussi, on a quelques nouveautés qui vont changer un petit peu vraiment le champ d'action européen. Donc, MiCA, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on utilise beaucoup d'acronymes. C'est Markets in Crypto Assets, donc les marchés cryptoactifs. MiCA est un règlement. Donc, comme vous le savez, les règlements dans l'Union européenne s'appliquent directement dans tous les États. Ils ne doivent pas être transposés ou détaillés en droit étatique, enfin une transposition obligatoire telle quelle. Donc, c'est une action très forte qui a été faite par l'Union européenne dans le cadre de l'adoption de ce règlement. C'est une grande nouveauté pour tout le monde. C'est la première fois qu'un groupe d'États comme l'Union européenne adopte vraiment une réglementation aussi spécifique et aussi forte en matière de cryptoactifs. Jusqu'à maintenant, c'était un petit peu le Far West, je crois qu'on peut le dire. On avait le grand sujet qui occupait beaucoup d'avocats, sociétés d'audit, les banques. C'était de savoir est-ce que le cryptoactif est un instrument financier ou pas, hein. C'était le grand sujet. Et puis, on aboutissait à des analyses. Et puis, si on arrivait à la conclusion que c'était un instrument financier, ben là, c'était évidemment l'horreur absolue. Il fallait être réglementé. Il y a toute une machine bien rodée qui se mettait en place avec MiFID dans l'Union européenne, avec LSFIN en Suisse. Et donc, c'était vraiment le grand sujet. Si on arrivait à la conclusion contraire, que pas du tout, c'est pas du tout un instrument financier, et bien là, c'était le néant. On avait juste des dispositions anti-blanchiment d'argent, mais à part cela, c'était vraiment le Far West. On pouvait faire ce qu'on voulait, offrir à qui on voulait, faire des services en lien avec ces cryptoactifs sans aucune sorte de réglementation. Donc, c'est un petit peu l'état dans lequel on se trouve encore en Suisse, hein.
Et puis demain, donc, qu'est-ce qui va changer? C'est que MiCA, ce vide réglementaire pour tous ces actifs qui ne sont pas des instruments financiers, eh bien, on les réglemente. C'est la première fois donc, qu'on va s'intéresser à ce sujet-là, tous ces cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers. La législation MiCA, règlement MiCA, est partie d'une idée. Alors, si vous lisez les premiers commentateurs ou les premiers signes de MiCA, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'on s'est dit il faut qu'on réglemente? Eh bien, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment arrivé au moment où Facebook, Meta, avait décidé de lancer son Libra Coin ou le Diem, appelé plus tard Diem. Et puis, c'est quelque chose qui a complètement fait paniquer les Européens. Ils sont d'ailleurs venus en Suisse, vous le savez, ça a été un échec total pour des raisons réglementaires, mais surtout très politiques. On n'a pas voulu de ça. Et le but, c'était d'avoir une sorte de stablecoin au niveau mondial, comme une espèce de monnaie qu'on pourrait utiliser dans tous les pays. Et c'est ce qui a fait vraiment comprendre aux Européens qu'il fallait réglementer. Donc, on le sent encore, on sent encore ce poids de la peur de Libra ou Diem de la réglementation. Et donc, l'Union européenne nous dit qu'elle a poursuivi 4 buts dans ce règlement. Le premier, c'est qu'elle s'est dit qu'il faut une sécurité juridique. On est dans un cas, on est vraiment dans une situation où personne ne sait vraiment si c'est réglementé ou pas, quel type d'actifs sont réglementés, est-ce qu'on peut les émettre ou pas. Donc, il y avait vraiment un besoin du marché de savoir. Et c'est ce que l'Union européenne a fait, puisqu'elle a fait un règlement qui est très détaillé. On le verra, c'est pas toujours, on n'est pas encore à 100% au niveau de la sécurité juridique, mais je crois que c'est normal, mais c'est déjà un grand pas en avant. Le deuxième but, c'était promouvoir l'innovation. L'Union européenne veut vraiment utiliser les cryptos comme opportunité, veut attirer le marché des cryptos et leur offrir donc les outils pour se développer et leur faire surtout une réglementation. On a eu un petit peu ce même raisonnement, vous vous souviendrez, avec nos gérants de fortune indépendants en Suisse, où on s'est dit, mais en réalité, si on les réglemente, c'est une force en fait pour le marché. C'est plus le Far West, ils ont une réglementation, ils sont surveillés, et puis du coup, ça donne vraiment confiance au marché et ça donne un petit peu un élan nouveau pour tout ce domaine du marché. Troisième but, protection des consommateurs. Far West, on l'a dit, il s'est passé des tas de choses pour ceux qui suivent l'actualité crypto, toujours très intéressante. C'est parfois digne de feuilleton Netflix. Il y a des fraudes, il y a des scams, il y a du blanchiment, il y a des gens qui se font flouter de plusieurs millions. C'est assez rocambolesque. Et donc, l'Union européenne a dit, mais il y a quand même un besoin de réglementer ce marché pour protéger les investisseurs et les clients de ces fournisseurs de services. Et donc, c'est ce qu'ils ont aussi fait avec des obligations de transparence, de surveillance et surtout d'autorisation. On le verra, c'est la grande nouveauté de MiCA, c'est qu'il y a un régime d'autorisation pour ce qu'on appelle les CASP, donc les Crypto Asset Service Providers. On va les forcer à se réglementer alors que pour l'instant, ils ne le sont pas du tout. Et donc, avec tout ça, vous avez un règlement MiCA qui ressemble en fait fortement dans sa mécanique, dans sa manière de fonctionner, un petit peu à MiFID ou notre LSFIN. On sent que c'est un petit peu les mêmes mécanismes. On s'est vraiment inspiré de la technique législative de ce qui a été fait pour les services financiers. Et puis, c'est un petit peu les mêmes réflexes, donc les mêmes buts et les mêmes choses qu'on tente de réglementer. Et à noter également, ça c'est un petit peu politique, mais il y a tout ce débat sur l'environnement et puis sur est-ce que les cryptos sont maintenant durables ou pas, puisque vous savez que certains cryptoactifs comme le Bitcoin nécessitent beaucoup d'énergie pour être minés. Et puis là, on a tout d'un coup, dans le dernier volet du projet MiCA, toute une partie sur le droit environnemental où on a des obligations quand même assez fortes de transparence sur les dommages environnementaux qui pourraient vraiment découler de certains types de cryptoactifs. Donc, on se dirige peut-être un petit peu pour les spécialistes vers la fin du proof of work, donc ce consensus qui fait miner, qui utilise beaucoup de puissance algorithmique pour vraiment miner chaque bloc. Là, on va arriver sur des systèmes un petit peu différents, vraisemblablement, en tout cas dans l'Union européenne.
Le volet fiscal, on va en parler tout à l'heure avec Emilia, mais très brièvement. Donc, vous avez le CARF, qui est le Crypto Asset Reporting Framework de l'OCDE. Donc, c'est en principe global. Puisqu'on commence dans plusieurs pays à réglementer les cryptos, il n'y a pas de raison qu'ils échappent au reporting fiscal. Il n'y a pas de raison que les gens ne payent pas d'impôts là-dessus. Donc, pour essayer d'obtenir l'information, l'OCDE a fait ce framework. Et puis, l'Union européenne a suivi avec DAC 8, donc la directive on Administrative Collaboration, qui a été modifiée justement pour permettre un échange d'informations automatique au sein des États membres de l'UE. Donc, c'est un petit peu le même système. Là aussi, on retrouve un petit peu le même système que le système financier. On a des échanges automatiques. Ben là, ça va être un petit peu la même chose, mais pour les cryptoactifs. AML, très, très brièvement, il y a des grands changements qui sont attendus dans l'Union européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il y a un paquet de mesures qui est attendu et une partie a déjà été validée. Vous verrez qu'il y a notamment la très grande nouveauté dans ce domaine, c'est qu'on va créer une autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Donc, on va avoir une autorité européenne qui chapeaute cette lutte-là dans l'UE. Et puis, on a ce qu'on appelle la Travel Rule. La Travel Rule dans le domaine des cryptos, c'est vraiment le buzzword qu'on utilise un petit peu tout le temps. Donc, c'est cette règle qui dit que on doit, chaque entité qui fait un transfert de valeur doit avoir en fait les informations sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire et les transmettre à la contrepartie et les transmettre aux autorités étatiques. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté dans ce domaine-là. La Suisse appliquait déjà une règle assez stricte dans ce domaine, mais là, en fait, on va étendre tout ça aux cryptoactifs. Donc, tous les types de cryptoactifs, pas seulement dans le pur domaine des paiements. Aujourd'hui, c'était un petit peu, là aussi, le Far West dans certains domaines, puisque quand vous aviez un intermédiaire financier qui avait des clients, je sais pas, une plateforme typiquement, ou un institut de paiement, et on sortait les cryptos, on les payait sur un wallet qui n'était pas du tout connecté, on ne savait pas à qui il appartenait. Donc, purement anonyme. Et puis là, souvent, l'argent disparaissait. Moi, j'ai vu ça très souvent dans les cas de fraude, vol de Bitcoin, vol de wallet. Tout d'un coup, l'argent arrive dans un wallet qui n'est pas identifié. Donc, on ne sait pas. Et puis là, on perd la trace. C'est quasiment impossible de trouver pour les autorités comme les polices cantonales ou même fédérales. C'est vraiment, on perd la trace. Et puis là, donc, ça va changer, puisque si vous transférez vos actifs à travers un intermédiaire ou un CASP, la nouvelle entité, les Crypto Asset Service Providers, eh ben, eux auront une obligation de s'assurer de savoir où l'argent va et de garder ces informations-là. Donc, ils devront bloquer, s'ils n'ont pas l'information, ils devront eux-mêmes bloquer les transactions. Et puis, ce qui se passait jusqu'à maintenant, en pratique, pour vous donner un insight, c'est que lorsque vous aviez une fraude, l'argent partait parfois sur Binance, sur Feu FTX. Et puis, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de base légale pour demander l'entraide, puisque souvent, ces sociétés, on ne sait même pas où elles sont. Binance, ils ont un siège social qui change un petit peu tous les mois. Donc, impossible d'aller demander l'entraide pour obtenir les informations. C'est juste concrètement, c'est quasiment impossible. Et ce qui se passe, c'est que la police envoie toujours un courrier où il leur demande de volontairement donner les informations. Et puis, ça marche très souvent, mais évidemment pas toujours. Certaines plateformes ne collaborent pas du tout. Il y a certaines plateformes qui sont connues pour jamais donner d'informations. Mais la plupart des grands acteurs comme Binance, eux, ils donnent volontairement. Ils donnent déjà toutes ces informations-là. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que dans l'Union européenne, on va les forcer vraiment, on va les obliger à donner. Donc, on aura une base légale très claire qui permettra d'obtenir les informations dans ce genre de cas. Donc, qu'est-ce qu'on réglemente dans MiCA? On a d'abord le volet offre. Pour ceux qui sont familiers avec le droit financier suisse, c'est un peu les mêmes mécaniques qu'on a lorsqu'on a besoin d'un prospectus en Suisse pour les instruments financiers. C'est un petit peu la même chose. Donc, on va avoir des obligations lorsqu'il y a une offre au public ou une admission au négoce dans les plateformes de crypto de certains cryptoactifs. Donc, vous aurez des obligations de publier un white paper, un livre blanc,
C'est l'équivalent un petit peu du prospectus, si vous voulez, dans les instruments financiers. Une obligation de notifier une autorité, de publier le prospectus. Là aussi, on fait le parallèle avec notre système, où on a un système en Suisse de contrôle du prospectus, hein, où il faut l'envoyer auprès de l'organe de contrôle des prospectus, le publier. Et puis, vous avez un pouvoir dans la réglementation européenne des autorités de stopper une émission ou de publier le naming and shaming, de dire attention, ceux-là ne respectent pas leurs obligations, et puis vraiment de mettre le nom sur une liste qui sera publique. Et je parle aussi de l'émission. Alors là, l'émission est réglementée dans le sens où certains types de cryptoactifs sont interdits à l'émission par tout le monde. Donc, typiquement, vous avez le e-money token, donc on verra ce que c'est. Là, il faut être une institution de crédit comme une banque ou une e-money institution pour pouvoir les émettre. Donc là aussi, on touche vraiment à l'objet de l'émission, mais uniquement dans ce domaine-là. Et puis ensuite, vous avez tout le volet. Deuxième volet, c'est prestataire de services. Donc, vous avez des services qui sont rendus en matière de cryptoactifs et qui, eux, deviennent réglementés avec une obligation d'autorisation pour la plupart des entités, c'est les fameux CASP. Une obligation d'autorisation, c'est la grande nouveauté. Et puis, vous avez des règles de conduite. Je pense que M. Muller va en parler tout à l'heure, mais il y a vraiment des obligations très claires d'organisation, de règles de conduite, un petit peu comme nos prestataires de services financiers aujourd'hui, hein. Sauf que, voilà, il n'y a pas le système d'autorisation, mais il faudra s'assurer que toutes les conditions sont respectées pour protéger les investisseurs. Donc, on a plusieurs types de services, la conservation, l'administration. Donc, on parle de garde et de contrôle. Et là, c'est assez intéressant puisqu'on parle vraiment que du contrôle lorsque le prestataire de service a les clés privées. Donc, la private key, lorsqu'il en a le contrôle, c'est vu comme un service financier. Donc, si vous avez juste des prestataires qui utilisent, qui transmettent entre des cold wallets ou qui font du conseil sur des cold wallets, il n'y a pas de réglementation là-dessus, hein. Ça ne s'applique pas à ces prestataires-là. Donc, c'est vraiment quand la clé privée est contrôlée par le prestataire, on a un service réglementé. Les plateformes de négociation, ça, c'est la grande, grande nouveauté aussi. On va enfin réglementer ces plateformes-là qui, pour l'instant, ne le sont pas. On pense à des géants comme Binance qui, pour l'instant, agissent dans la plupart des États sans réglementation. Et là, donc, ils devront obtenir leur licence. Toutes les plateformes d'achat-vente, donc c'est extrêmement large. Ça ne comprend pas, comme on a dans la définition pour les instruments financiers, les bourses, les ETF. Là, c'est vraiment, la définition est faite de manière hyper large. Donc, si vous avez une plateforme qui juste met en relation des acheteurs et des vendeurs de crypto, ça rentre déjà dans la définition de plateforme réglementée. Donc, c'est vraiment fait exprès pour essayer d'englober au maximum toutes les institutions. Ouais, dites-moi. Oui, alors, on va justement en parler tout à l'heure. Le DeFi, c'est vraiment, ça va normalement pas être réglementé. L'Union européenne nous dit clairement que si c'est une plateforme de pure DeFi, en principe, pas réglementé. Mais ça va dépendre en réalité, en pratique, de est-ce qu'il y a vraiment une entité qui contrôle ou pas. Donc, si c'est vraiment DeFi décentralisé, on échappe à la réglementation. Mais en pratique, on va le voir, ce n'est pas toujours le cas. Et on a beaucoup, alors là c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de cas en Suisse avec la FINMA qui a une pratique assez claire là-dessus, qui dit que si une entité a le contrôle sur la plateforme et par contrôle, elle entend quelqu'un qui peut arrêter, qui peut tirer la prise en fait, eh ben, c'est déjà un contrôle suffisant pour tomber dans une réglementation. Donc là, on verra que c'est c'est un petit peu différent maintenant dans l'Union européenne. Mais merci beaucoup à votre question. N'hésitez pas s'il y a d'autres points. Les autres services, on a évidemment l'échange de cryptoactifs contre fiat ou contre d'autres cryptoactifs. L'exécution d'ordre, la transmission d'ordre, c'est lorsqu'on prend des ordres pour le client, on les transmet pour acheter ou vendre des cryptos. Et le placement de cryptoactifs, ça aussi, c'est intéressant. On parle ici de faire le marketing pour des nouveaux cryptoactifs. Donc, c'est vraiment, on ne parle pas forcément de placement au sens technique, hein, de le placer, de le vendre, mais le marketing, c'est déjà
compris comme un service. Donc, pour tous les cas où il n'y a pas d'offre, où il n'y a pas d'admission dans une plateforme. Donc, c'est aussi vu de manière extrêmement large. Et puis, le conseil, évidemment, mais par contre, qui doit être personnalisé, qui doit être lié à des cryptoactifs. Et là aussi, petite chose intéressante dans le règlement, ça doit être lié aux cryptoactifs ou à des services liés aux cryptoactifs. Donc, si vous conseillez déjà pour l'utilisation de services particuliers, bah, là aussi, vous pouvez déjà être réglementé, ce qui est un petit peu étrange par rapport à la réglementation des services financiers. On doit vraiment conseiller sur des instruments financiers. Là, on parle de cryptoactifs et de services liés aux cryptoactifs. Donc, on voit que ça a pris un petit peu une direction différente et qu'on essaie vraiment de ratisser aussi large que possible. La gestion de portefeuille, là aussi, intéressant. Dans le premier projet de Mika, c'était exclu. Alors, je ne sais pas si c'était un oubli, mais ça a été introduit un petit peu en dernière minute, où on s'est dit que ça n'existait pas forcément. Donc là, si vous faites de la gestion de portefeuille et qu'il y a au moins un actif, donc il suffit qu'il y ait un crypto-asset, hein, donc ça peut être même du Bitcoin. Si vous prenez le contrôle d'un wallet avec que des Bitcoins et que vous achetez et vendez simplement, ce qui se fait assez souvent en pratique, même sur des groupes privés, un peu dans le dark web, hein, ça existe. Là, vous serez vraiment réglementé. Ça sera un service réglementé et vous devrez avoir une licence. Les transferts aussi. Les transferts, c'est aussi quelque chose qui avait été oublié dans l'avant-projet. Donc, c'est en fait, lorsque vous avez des cryptoactifs et que vous les transférez ailleurs, d'un wallet à un autre. Donc, ça aussi, c'est vu maintenant comme un service financier, comme un service en matière de cryptoactifs et donc réglementé.